Bonjour à tous, ça faisait longtemps, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Cette semaine, je vous propose de replonger avec moi dans un épisode de la vitrine, et du coup, le 4e de la série. Afin de vous pitcher un petit peu l'épisode, vous devez savoir que durant l'un de mes live quiz du lundi soir, j'avais proposé en guise de question de trouver l'utilité de divers objets en ma possession. J'avais proposé au live d'identifier ce petit objet et l'entièreté du public avait buté dessus. Je me suis donc dit que c'était une excellente opportunité pour vous représenter un épisode vitrine et également vous partager deux autres petites curiosités en ma possession. On est donc parti pour la vitrine épisode 4. Let's go! Le premier objet que je vais vous présenter ici est un petit objet assez spécial, présentant une finesse de travail relativement hors du commun. La partie supérieure de cette petite sculpture est taillée dans de l'améthyste et représente Léopold Ier, soit le premier souverain de Belgique ayant régné du 4 juin 1831 au 10 décembre 1865. Et alors, petit fait intéressant concernant Léopold Ier, reconnu par le monde entier comme étant le premier souverain de Belgique, il faut savoir qu'en fait ce n'est pas le cas. L'indépendance de l'État belge fut proclamée le 4 octobre 1830 et internationalement reconnue le 20 décembre de la même année. Et le Congrès, chargé de mettre tout ça en place, va élire un certain monsieur Louis d'Orléans, qui n'est autre que le fils de Louis-Philippe, à l'époque souverain de l'État français. L'Angleterre va farouchement s'opposer à l'élection d'un fils de souverain français pour gouverner le nouvel État belge voisin, et l'invitation à devenir roi va être déclinée par Louis-Philippe lui-même en lieu et place de son fils. Enfin bref, revenons-en à nos moutons, notre petit objet est composé d'améthyste et soclé d'une petite partie en or 18 carats. Il reste cependant assez difficile à dater car aucun poinçon n'est visible. On peut cependant estimer que l'objet date du 19e siècle, époque où il était encore monnaie courante d'écrire des lettres. Et là vous vous dites, ok, le mec il part dans tous les sens, il nous parle souveraineté, il nous parle de lettres. Vous allez voir que tout ça possède un rapport assez étroit. Notre petit objet est en fait un petit cachet de voyage de femmes. Il faut savoir qu'à l'époque, les femmes transportaient sur elles toutes sortes de petits nécessaires, des nécessaires à beauté notamment, des nécessaires à couture, comme celui que vous allez voir apparaître à l'écran, que j'ai eu la chance d'acheter et de vendre, et également de temps à autre des petits nécessaires à épistolariat, afin d'écrire des lettres à différentes personnes. Ces nécessaires étaient souvent composés de stylos, de petits cachets comme celui-ci, et de cire à cacheter pour sceller leurs envois. L'objet suivant est un objet qui a suscité toutes les interrogations durant l'un de mes derniers lives. Pour ceux parmi vous qui ne le savent pas, il m'arrive d'organiser le lundi soir des petits quiz durant lesquels vous pouvez gagner des petits prix sympas, des petites pierres précieuses, etc. J'avais proposé un objet en guise de question et l'objet a littéralement séché tout le live. Alors si vous voulez être tenu au courant des prochaines dates des lives, je vous invite à me suivre sur Facebook, car il était peut-être possible que vous ayez eu la réponse de l'objet que je m'apprête à vous proposer. Il s'agit d'un bel objet en argent comportant un médaillon relié à une chaînette et sur lequel viennent s'accrocher 5 ustensiles aussi étranges les uns que les autres. Les motifs ornant ces objets sont clairement orientaux et je ne suis pas en mesure de dater l'objet avec précision. On peut cependant estimer qu'il date de la fin du siècle passé. Soit dit en passant, si l'un d'entre vous est plus connaisseur que moi dans le domaine, je l'invite à laisser un petit appoint d'information dans les commentaires de la vidéo. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je sais que vous trépignez suffisamment d'impatience comme ça. Cette petite curiosité est en fait un nécessaire de fumeur d'opium, et cet ensemble d'outils servait tant à décortiquer la graine de pavot qu'à préparer la pipe ainsi qu'à la nettoyer. Car oui, l'opium est une substance qui se consomme en pipe, et durant mes recherches pour écrire l'épisode que vous regardez actuellement, je suis tombé sur un ancien traité d'anthropologie à travers le monde datant de 1912 et relatant les séances de consommation d'opium. Évidemment, je ne vais pas résister à l'envie de vous le lire, sauf que j'ai pas envie d'imposer 10 minutes de voix off brutalement dans une vidéo à tout le monde, donc pour ceux qui veulent entendre ce petit traité d'anthropologie, vous cliquez sur le lien ici. Pour les autres, on continue. La consommation d'opium est donc totalement ritualisée et importante à un point tel que les outils servant à la consommation d'opium sont devenus de véritables petites pièces d'orfèvrerie. Pour la petite histoire, j'ai mis la main sur cet objet d'une manière plutôt anecdotique. Je faisais ma petite balade sur un salon d'antiquaire sur lequel j'étais également exposant, à un moment donné où il y avait assez peu de clients, et je suis tombé sur un stand où il y avait une bonne dizaine de tables avec du bazar mis absolument n'importe comment. Après quelques minutes à inspecter les tables, je suis tombé sur cet objet et j'ai demandé son prix au marchand, qui m'en demandait 20 €. Il faut savoir que le marchand parlait néerlandais normalement, mais parlait excessivement bien français. Vous allez voir que c'est intéressant pour la suite. Pour ceux parmi vous qui ont déjà fait des brocantes, vous savez qu'un des petits jeux en brocante, c'est de négocier les prix. L'objet à 20 €, j'ai donc demandé si je pouvais l'avoir pour 15. Le marchand m'a dit que l'objet était beaucoup trop rare et beaucoup trop ancien pour pouvoir me le laisser à un prix aussi dérisoire. Il avait l'air bien renseigné sur l'objet. Je lui ai donc demandé s'il pouvait m'en expliquer l'utilité car je ne la connaissais pas.
Et là il s'est passé quelque chose d'assez rigolo, c'est que son français s'est littéralement envolé et il a été tout à fait incapable de m'expliquer l'utilité de l'objet. En gros, le vendeur n'avait absolument aucune idée de l'utilité exacte de l'objet, il ne voulait juste pas descendre le prix sous prétexte que c'était vieux et rare. Chose sur laquelle il faut le reconnaître, il ne s'était pas tout à fait trompé. Voici maintenant mon troisième et dernier objet. Alors ne vous y méprenez pas, il serait un petit peu trop facile de vous présenter ici une montre à gousset. En revanche, si vous avez cru que c'était une montre à gousset, c'est que l'objet a parfaitement rempli sa fonction. Il s'agit en fait d'un trompe-l'œil servant à transporter les pièces de monnaie en or, appelé aussi porte-écu. Pour comprendre l'utilité de la chose, je vous invite à faire un brin de vocabulaire. Un gousset est une poche intérieure à un veston ou à un pantalon servant à abriter une petite montre, d'où l'appellation montre-gousset, et du coup on comprend également qui sont les fameux vide-goussets, évoqués notamment dans l'univers de World of Warcraft, il s'agit de voleurs. Les femmes ne disposant pas de gousset où ranger leur montre car ne portant ni gilet ni pantalon mais bien des robes, elles portaient souvent les montres autour du cou à l'aide d'une châtelaine, aussi appelée chaîne de montre. Les châtelaines sont souvent des chaînes ou des broches décorées à l'identique de la montre qu'elles servaient à porter et mettant cette dernière en valeur. Les personnes riches arboraient des montres en or ainsi que des châtelaines en or, tandis que les personnes un petit peu moins aisées portaient pour leur part des châtelaines ainsi que des montres en argent. L'argent ayant moins de valeur que l'or, les personnes pauvres étaient généralement moins sujettes aux attaques ou au vol à la tire. Il était donc plus malin pour transporter ces pièces d'or de les mettre dans un petit trompe-l'œil, faisant illusion d'une montre en argent et par la même occasion vous faisant passer pour quelqu'un de pauvre sans intérêt à une potentielle attaque. Ce quatrième épisode de la vitrine est à présent terminé. J'en profite pour vous rappeler que je serai présent les 22 et 23 juillet prochains à la forteresse de Montbazon, à la convention Les Historiques organisée par les amis Kaléidoscope et Nota Bene. J'en profite également pour vous dire que via ma page Facebook, je ferai passer l'information sur une prochaine rencontre abonnée qui aura lieu sur Bruxelles la 4e semaine du mois de juillet. D'ici à là, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao!